Alors bonjour, donc moi je suis Bruno Tuffin de Rennes, donc je suis encore plus proche que les Nantais. Et je suis même un vrai local, moi, parce que je suis né à Lorient et j'ai fait passer toute mon enfance à Lorient. J'ai dormi chez papa et maman hier soir, donc c'est pour vous donner. Donc c'est l'avantage. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici et d'avoir été invité à donner cet exposé. Donc alors pour le sujet, c'est un sujet, la neutralité du net. C'est un sujet très très chaud politiquement en ce moment, et ça n'arrête pas. Grâce à Donald Trump, il n'y a pas que du mauvais, parce que grâce à lui, j'ai beaucoup de travail, donc c'est un bon côté. Donc comme c'est le troisième exposé, j'ai choisi de ne pas inclure trop d'équations, quasiment pas. Enfin, je crois qu'il n'y en a même pas une seule. Donc je vais plutôt parler du problème, présenter un petit peu les modèles que l'on peut imaginer, donner les résultats, et puis pour voir les modèles proprement dit, je donne les références des articles où il y a toutes les équations, je les donne à la fin. D'accord, donc le plan, je vais commencer par décrire le contexte. Donc je vais passer pas mal de temps à dire qu'est-ce que c'est que le débat sur la neutralité du net. Enfin, beaucoup d'entre vous sont peut-être au courant, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas cette histoire. Donc ensuite, je vais passer un peu de temps à parler de deux modèles illustratifs, où là on utilise de la théorie des jeux pour pouvoir analyser justement les comportements des différents acteurs et voir un peu s'il y a des situations qui, comme souvent en théorie des jeux, sont des situations où il y a des choses contre-intuitives qui se passent. Et ce qui est sympathique, c'est que c'est le cas. Donc on va pouvoir voir quelques exemples à ce niveau-là. Ensuite, dans une troisième partie, c'est en fait le plus gros de notre activité de recherche sur ce sujet en ce moment. C'est qu'on se pose la question de savoir est-ce que le débat il n'est pas en fait dépassé. Et on pense un peu que oui. Mais parce que, il y a le modèle sur la neutralité du net. Le débat sur la neutralité du net, il est concentré sur les fournisseurs d'accès, ce qu'on appelle les ISP en anglais, alors que maintenant la topologie d'Internet est beaucoup plus compliquée. Et donc je vais donner deux exemples à la fin où on peut voir qu'il y a de la non-neutralité qui peut se passer et qui peut complètement faire que certains fournisseurs de contenu ne peuvent ne pas être accédés ou moins accédés à cause de ces intermédiaires, donc notamment ce qu'on appelle les CDN, c'est les fournisseurs de distribution de contenu, et les moteurs de recherche. Le problème c'est un débat qui est séparé habituellement, la search neutrality, la neutralité des moteurs de recherche, mais c'est un débat qui, selon nous, devrait être agrégé et généralisé en incluant tous ces acteurs-là. Et puis quelques conclusions pour terminer. Alors, quelques rappels historiques. Alors, la neutralité du net, le débat a commencé dans les années 2000, autour de 2005, avec notamment le PDG aux États-Unis de AT&T qui se plaignait que les fournisseurs de contenu étaient parfois associés à d'autres fournisseurs d'accès, et donc payaient ces fournisseurs d'accès-là, et que justement AT&T devait distribuer le contenu de fournisseurs de contenu qui ne leur donnaient pas d'argent pour avoir accès jusqu'à leurs propres utilisateurs, usagers. Et donc ils se plaignaient que, alors que les prix de transit entre fournisseurs n'arrêtaient pas de diminuer, les revenus que gagnaient les fournisseurs de contenu, eux, grâce à la publicité notamment, continuaient d'augmenter alors qu'ils ne payaient rien. Donc pour financer l'architecture réseau qui devait être développée, il fallait que ces fournisseurs de contenu les payent aussi. C'est ce qu'on appelait les side payments. Donc, et puis s'ils ne le faisaient pas, il y avait la menace de soit différencier les services en les ralentissant, soit de les couper. Donc comme le réseau Internet est un réseau un peu particulier par rapport à tous les autres réseaux, c'est que c'est un truc qui vient des informaticiens. Donc, dans le monde informatique, tout le monde coopère, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. Et donc, on est passé d'un réseau académique à un réseau commercial avec des entités, justement, qui cherchent à maximiser leurs profits. Et donc, cette transition, ça a déplu énormément. Donc, il y a eu énormément de levée de boucliers de la part des fournisseurs de contenu, tout d'abord aussi, et des associations d'utilisateurs qui
qui s'en sont plaints, notamment qui se plaignaient qu'à cause de cela, s'il y a des frais à payer, eh bien il y aurait un manque d'innovation au niveau du contenu, et que seuls les gros fournisseurs de contenu, Google et compagnie, pourraient se permettre de payer. Donc c'est là que ça a commencé le débat sur la neutralité du net avec AT&T. Donc il y a eu d'autres exemples, toujours en 2005. Alors un ISP local, un fournisseur d'accès, ISP c'est Internet Service Provider, Madison River Communications, qui en Caroline du Nord a été mis à l'amende parce qu'il empêchait ses clients d'utiliser les services de voix sur IP qui étaient en compétition avec ses propres services de voix. Et aussi Comcast en 2007 qui, sous des arguments d'illégalité, a bloqué les services pair à pair comme BitTorrent. Ils n'avaient pas totalement tort en disant que c'était pas trop légal. En général, le pair à pair, je ne sais pas quelle était la proportion de légal ou d'illégal, mais enfin, la partie illégale n'est pas négligeable. Donc, mais bon, officiellement, ça l'est pas. Donc, Comcast avait essayé de bloquer les services pair à pair, ce qui a aussi créé beaucoup de levées de boucliers. Même en France, il y a eu quelques éléments historiques à ce niveau-là. YouTube a été considéré comme bloqué ou ralenti par Free il y a quelques années. Il semblerait, d'après ce que j'ai discuté avec les gens même d'Orange, ils disaient que non, finalement, c'était des problèmes techniques, mais bon, c'est l'idée que les gens s'en sont fait. Et puis, il y a des problèmes inversés, notamment, comme quand SFR a lancé RAID au début. RAID, c'était juste un contrat qui permettait de voir de manière illimitée des vidéos YouTube, en plus du volume de data autorisé dans le forfait. Donc YouTube était extrêmement favorisé par rapport au reste parce que ça ne comptait pas. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle le zero rating, ça favorise un fournisseur d'accès par rapport à un fournisseur de contenu, par rapport à un autre. Donc il y a eu ça a créé pas mal de problèmes. Skype, par l'ARCEP, c'est le régulateur des télécommunications en France. L'ARCEP considérait que Skype était un opérateur de télécommunications. Donc Orange ou Free, SFR avaient le droit de le bloquer. Parce que ce n'était pas une application, c'était juste un opérateur. Bon, c'est plus tout à fait vrai maintenant, ils vont changer d'avis. Donc maintenant, le blocage n'est plus autorisé. Mais ça crée quand même des questions même éthiques et puis d'identité qui sont pas spécialement simples à comprendre. Donc c'est un débat très politique, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées, des appels, des consultations à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, en France particulièrement, en Inde, dans tous les pays. Et il y en a eu en 2009-2010 et récemment encore en 2016, il y a eu par le BEREC, qui est le régulateur européen, l'association de tous les régulateurs européens, a encore fait une nouvelle consultation pour des guidelines sur l'implémentation des règles de neutralité. Et puis, comme je le disais, le débat a été récemment réouvert aux États-Unis avec l'administration Trump qui a décidé que c'était la mort de la neutralité et que le réseau ne devait pas être neutre. En début d'année, c'était fin 2017. Donc un petit dessin, un petit schéma pour vous expliquer un peu le débat sur la neutralité du net. Donc vous avez des fournisseurs de contenu, ce qu'on appelle content, ici vous en avez deux. Donc deux fournisseurs de contenu qui sont associés chacun à un ISP pour être connectés au réseau. Donc vous avez les ISP, c'est les fournisseurs d'accès, et puis les utilisateurs finaux. Alors, donc les flèches donnent les flux de trafic, avec une interconnexion entre les deux ISP pour que chaque utilisateur final puisse accéder à n'importe quel contenu. Et puis vous avez les flux d'argent, où les utilisateurs ils payent leur fournisseur d'accès, et puis les fournisseurs de contenu aussi payent un fournisseur d'accès pour accéder au réseau. Mais il y a certains fournisseurs d'accès, certains opérateurs qui n'ont pas d'utilisateurs finaux, n'ont pas d'usagers, comme l'exemple de Level 3 aux États-Unis. Donc avec Comcast, par exemple, qui est un autre opérateur qui, lui, en a toujours aux États-Unis.
Et puis vous avez certains gros fournisseurs de contenu, comme Netflix, qui lui amène, vous voyez la flèche qui augmente, amène énormément qui a une demande assez importante en termes de capacité dans les réseaux. Et donc celui-là, il paye Level 3 et le service doit passer jusqu'aux utilisateurs finaux. Et comme je vous le disais, Comcast se plaint parce qu'il il faut élargir la taille du tuyau et Netflix ne les paye pas. Bon, ils sont payés par les utilisateurs, mais ils aimeraient bien être aussi payés par Netflix. Alors que les utilisateurs, de plus en plus, ils payent les fournisseurs de contenu, qui lui payent un peu plus Level 3. Voilà. Donc le débat, à l'origine, c'est ça. Donc il y a eu une définition et une application, une règle de la Network Neutrality en Europe, qui date du 3 avril 2014. Donc la définition de la neutralité au niveau européen, c'est le principe selon lequel tout trafic doit être traité de manière égale, sans discrimination, restriction ou interférence, de manière indépendante de celui qui l'envoie, de celui qui reçoit, du type de contenu, du terminal, du service ou de l'application, avec quelques règles exceptionnelles pour lesquelles on peut déroger en cas d'une action légale, si jamais il y a certains contenus qui sont très très sensibles, pour des raisons de sécurité ou d'intégrité du réseau, si on est confronté à des attaques. Et puis, temporairement, en cas de congestion, on peut essayer de différencier pour favoriser le contenu qui est le plus important en termes de temps de réponse immédiat. Donc j'aime bien dire que en fait, cette définition elle est très proche de ce qui avait été défini aux États-Unis à peu près 9 ans plus tôt. Voilà. Donc il y a deux vues pour j'ai mon propre point de vue, mais je suis neutre dans le débat sur la neutralité du net. C'est vous qui vous faites chacun a sa propre opinion. Donc il y a deux mondes en fait qui s'opposent. J'ai deux langages, j'ai toujours le même langage, mais les conclusions peuvent être différentes selon que j'ai un public d'informaticiens ou un public d'économistes. Les informaticiens sont très très durs et très pro-neutralité, sont même très agressifs à ce niveau-là. Donc qui ont une vision plutôt idéaliste et neutre du réseau, ou d'un réseau organisé créé par eux-mêmes, par les scientifiques, avec une organisation en niveau, avec un faible coût, et avec des propriétés d'universalité et de connectivité. Et puis, en face, il y a les économistes, parce qu'on a un réseau qui est maintenant avec des entités indépendantes, qui ont une vision d'optimisation économique, et pour lesquelles l'optimal, c'est un réseau non neutre. Donc, les deux mondes s'opposent totalement, et donc la question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on veut un réseau commercial ou pas un réseau commercial. Donc, je vais vous montrer deux exemples de modèles, sans les équations, mais avec la description schématique du modèle et le type de résultat qu'on peut obtenir grâce à la théorie des jeux, sur des applications plutôt classiques sur des questions plutôt classiques d'abord pour la neutralité du net. Donc notre activité, c'est de faire des modèles mathématiques qui permettent d'illustrer les interactions entre les différents acteurs de l'Internet, donc avec l'utilisation de théorie des jeux. Et puis la question, c'est ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la neutralité est bénéfique à tous les acteurs, et est-ce qu'il y a des résultats contre-intuitifs, et est-ce qu'il faut faire de la régulation? C'est la question la plus importante. Est-ce que la régulation un peu de régulation est intéressante, et quel type de régulation pour pouvoir arriver à une sorte d'optimum social? Donc un petit exemple pour illustrer les choses ici. Donc j'ai le même modèle. Vous avez un pourcentage de contenu, des fournisseurs de contenu qui sont associés aux fournisseurs d'accès A, un autre pourcentage, un moins X, qui est associé à l'ISPB. Et puis vous avez les utilisateurs finaux qui cherchent, qui s'associent à un fournisseur d'accès, Orange ou SFR, selon le prix d'accès, donc PA ou PB. D'accord ? Et puis si jamais c'est trop cher, ils préfèrent prendre personne. Donc vous pouvez généraliser ça à plus d'ISP, c'est pas un problème. Et puis vous avez des prix de transit, ce qui existe, qui correspond un peu à la réalité, entre l'ISPA et puis l'ISPB pour le trafic qui transite entre les deux ISP. Donc la question c'est quel est le meilleur scénario
entre dans ce modèle-là, entre différents cas, celui de ce qu'on appelle le peering, où le contenu est partagé de manière gratuite entre les deux ISP, ce qui était exactement la manière dont ça fonctionnait avant entre Deutsche Telekom et puis France Télécom. C'est on s'échange notre trafic et puis on se donne une poignée de main et tout marche bien, parce que globalement, on a un équilibre entre les trafics, entre les deux opérateurs, mais maintenant, il peut y avoir un déséquilibre qui fait que ça peut être différent. Le cas où on coupe le trafic entre les deux ISP, donc du coup, seulement les clients, les usagers de l'ISPA ne peuvent accéder jusqu'au contenu de X de l'ISPA, et pareil pour l'ISPB. Donc ça correspond un peu à aussi ce qui se passe dans la télévision. Maintenant, avec la télévision payante, on ne peut pas accéder à tous les contenus. Si vous vous intéressez au foot, si vous voulez voir un match de foot, il faut acheter un petit bout à Canal+, un petit bout à Bein. C'est très... pour n'importe quel autre sport, notamment, c'est la même chose. Donc ça correspond un peu à ce type de modèle-là. Et puis ce qu'on appelle le paid transit, où chaque ISP, il paye un prix qui dépend du volume qui doit passer par ce tube-là, et qui provient de l'autre ISP, pour que ses propres clients puissent y accéder. Donc ce prix de transit, il peut être décidé par un régulateur ou à travers une négociation. Donc je passe un peu les détails, notamment pour comment on modélise la demande des utilisateurs et comment on modélise la négociation pour le paid transit. Mais avec un modèle hiérarchique de décision de type théorie des jeux, sur tous les différents prix, eh bien, on peut obtenir des résultats. Bon, le résultat basique, c'est que ne pas faire de transfert, couper le lien ici entre les deux, ça bénéficie à personne, ce qui n'est pas plus mal. Mais que, même si vous avez un gros ISP et un petit ISP en termes de contenu, si vous mettez du X très grand et donc du coup un moins X très petit, le transit payant entre les deux, même quand il y en a un qui doit payer pas mal de transit à l'autre, c'est bénéfique. Ça peut être tout à fait bénéfique aux fournisseurs d'accès, parce que ça évite ce qu'on appelle une guerre des prix en théorie des jeux s'il n'y a pas de peering, si le prix était nul. Avec un prix nul, on obtient en fait une guerre des prix sur les prix d'accès, ce qui a tendance à bénéficier aux utilisateurs finaux, mais amène à des revenus nuls pour les fournisseurs. Et avec du paid transit, on évite ça. Et puis, comme on a une guerre des prix en termes de peering, le peering, c'est ce qui est le mieux pour les utilisateurs finaux. Hop, c'est un peu trop sensible. Donc voilà, donc on a quelques résultats comme ça qui peuvent être un peu contre-intuitifs. Donc ça, c'était un modèle qui montre les relations entre les ISP notamment, mais on peut regarder plus directement le modèle de neutralité et voir l'impact sur la compétition entre les fournisseurs d'accès. Ça vient aussi d'une discussion qu'on avait pu avoir avec des gens chez Orange notamment, qui se plaignaient que la neutralité du net, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on parle de fournisseurs de contenu qui sont en général en situation de monopole, si on pense à YouTube, Netflix, chacun a un monopole dans son domaine, face à des fournisseurs d'accès qui, eux, sont en concurrence, et en compétition, et qui doivent moduler leur prix en fonction de cette compétition-là. Donc il faudrait modéliser un peu ce principe. Donc c'est ce qu'on a fait aussi, donc avec toujours des modèles de demande d'utilisateurs qui choisissent un des ISP, voire aucun, selon le prix d'accès PA et PB. Les utilisateurs, comme pour Netflix par exemple, payent un prix d'accès P1 aux fournisseurs de contenu. Et puis, le fournisseur de contenu doit payer les side payments, ce qu'on appelle donc des taxes aux ISP pour pouvoir être distribués au niveau des utilisateurs, avec des décisions qui sont prises à différents niveaux pour les choix des différents prix. Donc on peut regarder le cas où dans ce modèle, les ISP ils sont en compétition sur les prix pour les utilisateurs, et on peut regarder, comparer deux cas. Le cas neutre, où les side payment QA et QB ici sont fixés à 0, ou déterminés comme une valeur commune, parce que c'est une forme de neutralité aussi, il n'y a pas de différenciation entre les deux ISP. Et puis un cas non neutre,
où ils sont déterminés par les ISP, selon le principe d'un jeu, par le fournisseur de contenu lui-même, on ne sait jamais, ou par un régulateur, qui essaiera, lui, de maximiser le bien-être social, donc c'est-à-dire la somme des utilités de tous les différents acteurs qu'on peut avoir ici. Donc, quelques résultats, les résultats assez contre-intuitifs pour certains, encore une fois, c'est que les side payments, ici, QA et QB, ils ne sont pas toujours favorables aux ISP. Le fait d'être payé ne les favorise pas particulièrement toujours. C'est parce que le CP, comme il doit payer les ISP, il va essayer de se rattraper sur les utilisateurs finaux qui vont avoir aussi un impact sur le prix. Il y a toute une chaîne de tarification qui font que il y a une incidence par derrière sur le choix des utilisateurs. Et puis aussi, de manière un peu surprenante, le revenu du fournisseur de contenu, il peut être augmenté s'il paye les fournisseurs d'accès. Parce que comme ça aussi, les fournisseurs d'accès peuvent baisser leur prix et les utilisateurs utiliser plus le réseau. Donc des résultats de ce genre-là. Donc ça, c'est le type de modèle assez classique qu'on peut voir dans la littérature sur l'utilisation de la théorie des jeux pour l'analyse de la neutralité du net. Alors un truc un peu plus original de l'affaire, c'est la question, est-ce que le débat n'est pas un peu dépassé, la définition de la neutralité du net? Parce que tout ce qui se passe, en fait, tout ce qu'on a pu voir comme modèle, et ce qu'on voit toujours, c'est qu'on voit toujours une relation sur un modèle de représentation qui est contenu, utilisateur, avec un intermédiaire, les fournisseurs d'accès. Où les utilisateurs veulent accéder au contenu, et puis le fournisseur d'accès, c'est son intermédiaire. Mais ça, c'est un dessin qu'on a fait dans l'équipe. Je suis dans une équipe réseau, donc les gens s'y connaissent un petit peu en termes de... Moi, j'ai pas toujours tout maîtrisé, mais on a passé du temps dans l'équipe à dessiner ce dessin. C'était il y a quelques années, donc ça a dû évoluer. Mais l'écosystème de l'Internet, en fait, il est beaucoup plus complexe que cette simple chaîne à trois types d'acteurs. Donc vous avez les utilisateurs, vous avez les fournisseurs de contenu, et puis vous avez plein d'autres types de services. Bon, même dans les fournisseurs, vous avez les fournisseurs réels, mais vous avez même les fournisseurs virtuels, vous avez les opérateurs de transit, comme j'en ai décrit tout à l'heure. Vous avez le cloud, les CDN dont je vais parler, qui sont les réseaux de distribution de contenu. Vous avez les opérateurs de services, comme YouTube qui vous permet de mettre du contenu, mais aussi les moteurs de recherche, notamment TDF aussi, etc. Donc vous avez un écosystème qui est beaucoup plus compliqué que juste cette chaîne, avec beaucoup d'autres intermédiaires, et pas seulement les fournisseurs d'accès. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que les fournisseurs d'accès sont les seuls qui doivent être neutres, et est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt justement à intégrer d'autres services pour pouvoir contourner la règle sur la neutralité du net, ce qui pourrait être possible, et la respecter officiellement, mais différencier financièrement quand même les différents fournisseurs de contenu et les faire payer. Donc l'exemple typique qu'on a traité et qui est assez nouveau dans cette analyse-là, c'est ce qu'on appelle les CDN, les fournisseurs de distribution de contenu. Donc là, peut-être une bonne partie d'entre vous ne sait pas ce que c'est qu'un CDN. Donc un CDN, c'est un acteur dans les réseaux. L'exemple type, c'est Akamai. Je ne sais pas si vous connaissez cette grosse boîte Akamai. Akamai, bon, c'est pas rien. En 2013, je n'ai pas actualisé mes chiffres, mais en 2013, c'était quand même plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de revenus, pardon, pas de chiffre. Donc, un CDN, c'est un acteur de l'Internet tel que les fournisseurs d'accès passent un contrat avec eux, et c'est les CDN qui se débrouillent pour distribuer le contenu. Donc ils ne s'intéressent pas, c'est eux qui disposent des serveurs. Donc vous passez un contrat, si vous êtes fournisseur de contenu, vous passez votre contrat avec votre CDN, et c'est le CDN qui distribue le contenu sur le réseau. Alors, avec l'avantage de non seulement de mettre ses serveurs proches du fournisseur de contenu, mais aussi il peut les placer sur les bords de réseau, avec des serveurs en bord de réseau, où il ne va pas mettre la totalité du contenu qu'il a à gérer, mais il va y mettre le contenu qui va être le plus souvent téléchargé dans le bord de réseau.
qui présente un gros avantage pour les utilisateurs, parce que si je suis un utilisateur ici, je ne vais pas avoir à aller chercher le contenu à son origine, mais en bordure de réseau, donc beaucoup plus proche chez moi. Donc je vais gagner en temps de réponse. Je vais avoir le contenu de manière beaucoup plus rapide. Et puis, même pour les opérateurs, c'est censé être beaucoup mieux, puisque comme ça, ça allège la charge dans le réseau, puisqu'on n'a pas à retraverser tous les réseaux à chaque fois. Mais la question qu'on peut se poser, d'accord, on est dans le réseau ici, mais est-ce que les CDN, ils ne peuvent pas discriminer entre les fournisseurs de contenu? Normalement, les CDN, ils ne mettent dans leurs fournisseurs, dans leurs serveurs proches des utilisateurs, que les contenus les plus téléchargés, histoire d'accélérer les réseaux, d'améliorer le service, pardon. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à discriminer le trafic, et puis surtout placer ceux qui vont les payer plus, de manière financière. Et si on fait ça, notamment on peut imaginer qu'Orange avait une activité CDN, je crois qu'ils l'ont abandonnée, mais ils avaient une activité CDN, on leur dit, vous n'avez pas le droit de différencier le contenu dans vos tubes, sur votre réseau. Par contre, si vous développez une activité de CDN, vous pouvez le différencier en bord de réseau. Et donc faire payer les fournisseurs de contenu pour placer leur contenu en bordure de réseau et avoir une meilleure qualité de service. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et là, on ne déroge pas au principe de la neutralité du net qui se base sur le fait que tous les paquets Internet doivent être traités de la même manière dans les tubes, au niveau des serveurs, au niveau des routeurs. Donc c'est un peu différent. Donc il y a un moyen de contourner, il y aurait un moyen de contourner la règle. Donc on a fait quelques modèles, alors je vais passer assez vite là-dessus, parce que je crois que le temps est assez compté. Donc on a fait quelques modèles pour chercher à représenter ça, avec un CDN, et puis plusieurs fournisseurs de contenu en compétition qui doivent payer un prix en fonction du fait si leur contenu est caché proche des utilisateurs ou pas, donc fournit une meilleure qualité de service. Et puis avec des prix de transit pour le CDN. Donc un modèle analysé par théorie des jeux, et on a pu calculer pour un CDN, calculer la politique optimale de tarification pour chacun des fournisseurs de contenu, et puis de caching, donc savoir quel contenu je vais cacher, je vais mettre dans les serveurs proches des utilisateurs, et que cette politique optimale, elle n'est pas spécialement équitable. Dans le terme d'équitable, c'est un truc à définir, hein. Ici, équitable, c'est le plus populaire nécessairement qui est caché d'abord. Donc on peut, si jamais je suis un gros fournisseur de contenu qui suis prêt à payer, je peux m'arranger pour que le CDN va amener plus proche des utilisateurs mon contenu qui est pourtant moins téléchargé que le contenu du compétiteur. Et donc, ça va agir sur la compétition. Et puis, un CDN, il peut aussi agir sur la compétition entre les fournisseurs d'accès. Donc, on peut imaginer ce type de modèle ici, où vous avez plusieurs fournisseurs de contenu, et puis votre CDN, il peut cacher des données, soit à un niveau au niveau des fournisseurs de contenu, à un niveau intermédiaire, et puis au sein même d'un ISP. Et la politique de caching optimale, elle peut faire que si jamais l'ISPA ici, il paye, il aide, il incite le CDN à mettre plus de serveurs et donc plus de contenu au sein même de son réseau, alors il peut y avoir la situation où il n'y a plus d'intérêt pour ce type de contenu-là, de le cacher au niveau intermédiaire, et donc ça va dégrader la qualité de service pour les fournisseurs, pour les clients de l'ISPB. Donc, agir à son propre niveau peut faire que la politique optimale de caching pour le CDN fait que la qualité ici, il y aura moins de choses de cachées ici, et ça va être remis au niveau des serveurs d'origine. Et donc ça peut dégrader la qualité pour l'ISP concurrent. Donc ça, c'est un intermédiaire, un type de problème d'un intermédiaire qui est le CDN, et qui peut être, comme je le disais, intégré à même un fournisseur d'accès. Donc n'importe quel fournisseur d'accès pourrait essayer de faire ça. Et puis il y a un autre problème, un autre intermédiaire, c'est les moteurs de recherche. Donc là, vous connaissez tous Google. Donc on travaille un peu là-dessus aussi. Google,
bon, il est connu pour, soi-disant, bien ranger et vous donner un ranking, un ordonnancement optimal de différents liens en fonction de la pertinence du mot-clé, par rapport au mot-clé que vous avez donné. Donc là, je différencie ce qu'on appelle les liens organiques, hein, qui sont vraiment les liens ordonnés qui sont censés être rangés selon la pertinence, des liens sponsorisés, qui sont marqués comme sponsorisés, qui sont ce par quoi Google gagne de l'argent. D'accord ? Je m'intéresse qu'aux liens organiques. On a travaillé sur les liens sponsorisés aussi, mais c'est différent. Eh bien, pour ces liens organiques, les moteurs de recherche sont suspectés, accusés même de biaiser l'ordonnancement. Donc, ce qui fait que si vous êtes un fournisseur de contenu, si Google vous dit moi, celui-là, j'ai pas envie qu'il soit très accédé, il suffit qu'il le place loin dans la deuxième page ou troisième page, et personne n'ira le chercher. Donc, c'est aussi un intermédiaire qui peut, de manière financière potentiellement, avoir un impact sur l'accès aux fournisseurs de contenu, et donc avoir un comportement non neutre. Je sais qu'il y a alors j'ai entendu dire que le moteur de recherche chinois, Baidu, si vous voulez être placé haut dans les liens organiques, vous avez intérêt d'acheter des liens sponsorisés. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas placé haut. Donc c'est pour vous donner un exemple. Et on suspecte, et certains ont pu observer que peut-être Google par exemple, aurait tendance à mettre le contenu YouTube en priorité. Pas parce que YouTube va le payer, mais c'est parce que vous allez pouvoir accéder à YouTube, et sur YouTube, il y a des pubs qui vont rapporter de l'argent. C'est de l'argent indirect. Donc la question, c'est est-ce que les moteurs de recherche retournent des résultats biaisés? La réponse est oui. Donc il y a eu des études qui ont été faites. Donc là, je passe un peu le graphique, mais c'est pour vous donner une idée. Ici, regardez la deuxième colonne, qui vous dit que, par exemple, alors, je parle de Google parce que c'est le plus gros, mais ce n'est pas le seul. Hein. Microsoft et Bing, avec son moteur de recherche Bing, fait la même chose, et même peut-être pire, d'après ce qu'on voit ici. C'est que, si vous faites des études statistiques, vous pouvez observer, par exemple, il y a quelques années, là, c'était que le contenu de Microsoft était 26 fois plus susceptible d'être en première page de Bing, son moteur de recherche, que sur n'importe quel autre moteur de recherche. Et le contenu de Google aussi a tendance à apparaître 17 fois plus souvent sur la première page de Google que sur les autres moteurs de recherche. Donc vous avez des intermédiaires ici qui sont non neutres dans le comportement. Alors il faut définir la neutralité ici, c'est un peu plus complexe. Donc on a essayé de voir un petit peu ce qui pouvait se passer, et donc pareil, je ne vous décris pas trop de modèles, mais on a écrit un modèle qui cherche à voir justement le compromis entre la pertinence d'un moteur de recherche, c'est ce qu'on peut appeler son revenu à long terme, c'est ce pourquoi il est connu être bon, et puis son revenu à court terme, c'est de placer d'abord les liens qui vont lui rapporter directement de l'argent. Donc on a un petit modèle où c'est quasiment les seuls types d'équations que je vais vous présenter, où une recherche, c'est un vecteur aléatoire qui est fait avec des couples R1G1, R2G2, etc. Où RI, c'est la pertinence de la page numéro I, et GI, c'est le gain qu'on peut avoir sur la page I directement si je suis le moteur de recherche. Donc c'est le gain que je peux avoir, soit parce que je fais payer, comme Baidu, les pages pour qu'elles apparaissent plus ou moins haut dans les liens organiques, ou alors c'est le gain que je peux avoir de manière indirecte, comme grâce aux pubs sur YouTube pour Google. Et puis j'appelle bêta le revenu moyen d'une recherche que je gagne quand on clique sur les liens sponsorisés. Okay, avec un petit modèle, donc, où vous avez, en fonction, donc vous obtenez, à partir de tous ces résultats, de toute cette modélisation des pertinences et des gains, vous avez une pertinence moyenne, que j'appelle R bar, et puis un gain moyen, G bar, en fonction d'une certaine politique d'ordonnancement. Et puis vous avez un taux de visite qui va dépendre de la pertinence moyenne. Plus vous êtes pertinent et plus vous avez de clients, en gros. Et ça va vous ressortir un revenu qui est le taux de visite multiplié par le gain grâce aux liens sponsorisés, plus le gain que vous obtenez de votre
de votre ordonnancement sur les liens organiques si vous en avez. Dans un cas neutre, ça c'est 0. D'accord ? Vous n'avez pas de gain directement. Et bien ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu caractériser la politique d'ordonnancement optimale pour les moteurs de recherche. Et puis on en arrive en fait à quelque chose d'extrêmement simple, hein, même quel que soit le niveau de complication du modèle qu'on peut avoir ici. C'est de faire un ordonnancement qui va être linéaire, de la forme RI plus alors un paramètre ρ, GI, où ρ c'est un paramètre qui s'obtient assez facilement via un point fixe. Donc, si vous et qui va dépendre aussi de bêta, hein, du revenu que vous avez sur les liens sponsorisés. Donc c'est facile de trouver la politique optimale sur ce moteur de recherche-là. Et puis on peut analyser les conséquences sur les différents acteurs. Donc si on regarde, je vais essayer d'aller assez vite pour finir, si on regarde l'impact d'un ordonnancement non neutre dans le cas où, comme Google avec YouTube, vous avez un fournisseur de contenu qui est intégré à un moteur de recherche, hein, donc vous avez plein de pages qui sont indépendantes, et puis vous avez une page qui vous appartient. Alors est-ce que ça vaut le coup, même si qu'elle soit pertinente ou pas pertinente, est-ce que ça vaut le coup de la mettre en avant ou pas? Donc grâce à l'analyse qu'on avait là, on peut essayer de comparer une politique totalement neutre, où on ne range que en fonction de la pertinence. Donc avec les valeurs numériques qu'on a prises, dans notre cas ici, on obtient des valeurs de pertinence des revenus de la page intégrée qui appartient au moteur de recherche, des autres moteurs de recherche, et puis des taux de visite à ces moteurs de recherche. Et puis regardez avec les cas non neutres. Alors le cas non neutre à 200%, 200% c'est quand le revenu dû aux publicités, c'est le pourcentage de revenus dus aux publicités par rapport aux revenus dus au gain sur le fournisseur de contenu. Ici, c'est quand 200%, c'est qu'on gagne beaucoup plus grâce aux liens sponsorisés. Donc très peu d'intérêt à essayer de gagner de manière instantanée sur le revenu grâce à la page qui nous appartient. Donc avec 200% ici, on baisse la pertinence de notre moteur de recherche un petit peu, 3%. On gagne énormément sur le revenu du fournisseur de la page intégrée. Les autres perdent un petit peu. Donc on fait un gain de 96% des visites sur notre propre page, donc ce qui est quand même pas mal. Et puis on fait perdre un petit peu aux autres. Par contre, si on gagne autant grâce à sa page que grâce aux liens sponsorisés, on baisse encore pas mal la pertinence, et vous voyez que les chiffres peuvent devenir de plus en plus importants, etc. Donc on est capable de mesurer l'impact, et puis de voir que un moteur non neutre peut nous faire perdre beaucoup de choses au terme d'argent et de neutralité et d'équité pour les différentes pages à visiter. Donc, alors j'ai plusieurs slides de conclusion, mais ils peuvent aller assez vite. Donc la neutralité, c'est un vieux problème qui est toujours pas réglé parce que le système il continue d'évoluer. C'est l'avantage quand on fait de l'économie des réseaux, c'est qu'il y a toujours plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux acteurs qui font qu'on a plein de choses à regarder là. Donc l'ARCEP a défini un texte qu'ils ont défini eux-mêmes avec des zones grises. Ils sont très fiers de dire qu'ils ont des zones grises. Donc avec des trucs, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc je sais pas, ils en sont satisfaits. Même les juristes en sont satisfaits, ce qui me surprend un peu pas mal. Et, vu comment, pour faire des contrats, ils sont toujours très précis, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc, il y a toujours des zones grises. Donc, récemment, il y a peut-être des clients Orange ici. Donc, pour ceux qui ont voulu voir, on parle beaucoup des clients d'Orange qui n'ont pas pu regarder The Voice ce week-end. Donc, je suis surpris que le conflit TF1-Orange ne soit pas mis dans le contexte de la neutralité du net. Parce que, en fait, on s'aperçoit que là, c'est le fournisseur de contenu qui refuse d'être diffusé sur le fournisseur d'accès Internet. Et donc, on a un problème inversé. Mais c'est quand même un problème de neutralité. C'est que la neutralité du net, ça empêche le fournisseur d'accès de diffuser le contenu. Ça l'empêche d'empêcher le contenu.
Ça le force à le diffuser. Par contre, le fournisseur de contenu, maintenant, il a le droit de dire non, moi je veux pas. Donc il y a quand même une opposition, qui me paraît un peu, et je suis assez surpris qu'on n'en parle jamais quand on parle du débat entre Orange et TF1. Et donc cette inversion des puissances, en fait, entre les fournisseurs de contenu et les opérateurs, c'est quelque chose qu'on peut observer de plus en plus, hein, notamment avec, si on pense à YouTube, ça c'est des dessins qu'on prend sur leur page, où ils mettent énormément de pression sur les fournisseurs d'accès. C'est sur leur page, on peut dire, en gros, ils disent si jamais ça passe mal, c'est que c'est pas de notre faute, c'est la faute du fournisseur d'accès. D'accord ? Et puis, pour mettre de la pression, on va donner, YouTube, il donne une note à chacun des fournisseurs d'accès, en fonction, lui c'est un bon, lui c'est pas un bon, et lui c'est pas un bon. Et donc ça met beaucoup de pression sur les fournisseurs d'accès, parce que ils vont avoir tendance, peut-être, à vouloir favoriser les gros fournisseurs de contenu comme YouTube, parce que ça va leur donner une meilleure note et donc plus de clients. Donc c'est aussi des choses qu'on cherche à étudier. Netflix fait exactement la même chose. Donc ici, c'est mon collègue qui a pris cette page-là, mais Netflix, il donne des notes, ça c'était en août 2017, il donne des notes aux différents fournisseurs d'accès. Donc, pour vous dire, allez plutôt chez celui-là, parce qu'il est meilleur. Et donc ça, c'est une incitation pour les fournisseurs d'accès à chercher à les avantager par rapport aux autres fournisseurs de contenu. Donc on a une inversion quand même des rôles que je trouve intéressantes dans ce débat sur la neutralité. Donc je ne vais pas en parler, donc il y a ce qu'on appelle une zone grise, qui est ce qu'on appelle le zero rating, le sponsor de mobile data. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le zero rating, c'est on ne compte pas le trafic d'une application dans votre forfait mobile. Donc ce que faisait SFR avec YouTube. Le zero rating, c'est interdit. Par contre, le sponsor data, c'est autorisé. Le sponsor data, c'est quoi ? C'est que le fournisseur de contenu, il peut payer une partie du trafic pour vous. Donc YouTube, il pourrait payer pour vous un petit peu, une partie, ou même la totalité du trafic, et comme ça ne rentre pas dans votre forfait. Ça, c'est autorisé. Le seul problème, c'est que pour certains opérateurs, il y a du contenu. Certains opérateurs sont aussi fournisseurs de contenu. Donc il y a des opérateurs qui disent « Ah ouais, mais moi je fais du sponsor data, le fournisseur de contenu, il me paye. » Sauf que c'est la même boîte. Donc ça complique un peu les choses. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie aussi en ce moment. Voilà, donc je m'arrête là, parce que je n'ai pas pris trop de temps par rapport à ce que j'aurais pu. Donc voilà, je vous donne quelques références donc vous pouvez me contacter si vous voulez pour en avoir d'autres, avec les différents modèles qui analysent, que j'ai présentés ici. Donc je n'ai pas présenté mes collègues, je suis désolé, j'ai oublié ça. Donc Patrick Maillet, de l'IMT Bretagne-Atlantique, donc Institut Mines Télécom, Télécom Bretagne, ex-ENST, ça change tous les 2 ans chez eux. Donc avec qui je travaille beaucoup sur le sujet. Pierre Kougenet, qui était postdoc chez nous il y a quelques années et qui est maintenant à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Gwendal Simon aussi, qui est aussi à l'IMT Atlantique. Et puis Pierre Lécuyer à l'Université de Montréal. Et puis Nicolas Stier, qui est maintenant chez Facebook maintenant d'ailleurs. Voilà, donc je vous remercie.